Salut à tous et bienvenue dans Flashback, je m'appelle Canel et je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Concrètement dans Flashback, à chaque fois je vais inviter deux personnes de deux générations et vous verrez qu'elles ont un point commun, elles ont vécu la même expérience mais chacune à leur époque. Aujourd'hui je voulais m'intéresser à l'industrie du porno et donc je vais rencontrer deux femmes. Une était actrice X au début des années 2000, c'était l'une des plus grandes icônes de sa génération. Aujourd'hui elle est coach bien-être et sexualité et autrice. L'autre est dans l'industrie du porno depuis un peu plus de 2 ans, elle est aussi créatrice de contenu. Elles ont 24 ans d'écart, c'est Céline Tran et Chloé Chevalier. Toi, Chloé, ça fait 2 ans que tu Ça va faire 2 ans, mais... Voilà, que tu es dans le porno. Toi, Céline, tu as arrêté ta carrière il y a un peu plus de 10 ans. Mmh. Avant de vous lancer dans le porno, vous faisiez quoi? Je commence. Si tu veux. J'étais en première année de droit. Juste la semaine avant les partiels, j'avais pas la force de réviser alors que j'adore les cours, j'adore le droit, mais j'étais pas heureuse dans ce que je faisais, j'étais pas bien dans mon quotidien, j'avais l'impression que j'étais en avance sur mon temps par rapport à mes camarades, je m'entendais pas trop avec eux. Enfin, il n'y avait pas la même maturité et l'envie d'explorer le monde et pas juste rester devant une feuille de papier et apprendre par cœur du droit. Donc j'ai tout arrêté, j'ai rien dit à mes parents, je me suis lancée sur la plateforme Mime, la plateforme qui est comme OnlyFans mais en France. Au bout d'une semaine, je me suis dit que c'était un peu nul de juste être créatrice de contenu. Je me suis dit mais si je devenais actrice X, parce que je consomme énormément de porno depuis un petit moment et j'ai toujours aimé ça et admiré ça et du coup je me suis lancée le week-end juste après, enfin le week-end avant les partiels dans le porno. Et t'es jamais allée au partiel du coup? Non. J'ai jamais vu mes camarades. Et à ce moment-là, tes parents, ils ne savent pas? Non. Ok. Non. Et tu leur dis au bout de combien de temps? Je leur dis le lendemain de mon premier shoot avec la production Jackie et Michel, que je me suis lancée. J'avais un peu peur. Je leur avais écrit quelque chose pour leur annoncer et j'appréhendais leur réaction. Ils ont une très bonne réaction. Mes parents, ils sont très ouverts d'esprit. Je pense qu'ils sont en avance sur leur temps. Et ils m'ont dit, écoute, tant que t'es heureuse, pour nous, c'est le principal. Et comment tu vas faire ton premier shoot? Parce que, à l'inverse de Oui. Céline, donc t'as pu aller sur une plateforme, Ouais. parce que toi, Céline, ça n'existait pas encore. Mais non, Internet Voilà. n'existait pas encore de mon temps, ma pas à petite ce dame. moment-là. Mais Incroyable. donc, toi, tu vas de toi-même. Et ensuite, comment tu passes côté production? Instagram. Ok. Instagram, je suis tombée sur un caméraman pour la production Jackie et Michel. J'ai envoyé un message et je lui ai dit, ouais, ça m'intéresserait. Le lendemain, on s'est directement vu à Marseille. On a fait un petit... pas un date. On a bu un verre ensemble et il m'a dit, écoute, tu fais tes tests et demain, on shoot. Ok. Et t'avais quel âge à ce moment-là? 18 ans. Et ça se passe comment? Horrible. Ok. Ouais, parce qu'en fait, ils ont mis 2 amateurs ensemble. C'était la première fois du mec et ma première fois aussi. Et du coup, ça a duré très longtemps, 3-4 heures, je pense, avec beaucoup de pauses. Parce qu'en général, on fait pas ça. Non, en général, tu prends un acteur professionnel ou une actrice professionnelle et qui va initier l'autre et l'accompagner et le guider. Là, c'était pas du tout le cas. C'est un site bien connu dans le milieu de la pornographie amateur. Jackie et Michel, son propriétaire et 4 autres personnes sont en garde à vue ce matin. Une enquête menée depuis 2 ans maintenant après le signalement de 3 associations qui relaient des témoignages d'actrices, des dénonciations de pratiques sexuelles hors normes et douloureuses, je cite, effectuées sans leur consentement selon elles. Et toi, Céline, avant, tu faisais quoi? J'étais en cours de licence de lettres modernes et je m'ennuyais aussi beaucoup. J'adorais la littérature, mais j'avais du mal à me projeter en fait avec un diplôme. Enfin, j'avais du mal à me projeter en tant qu'enseignante puisque c'était quand même la voie qui se présentait à moi. Et j'avais aussi un grand besoin d'explorer, de m'approprier mon corps, de montrer que j'étais libre. En tout cas, à ce moment-là, il me semblait que c'était une manière de montrer ma liberté. On pourra en reparler. Depuis, j'ai un peu changé d'avis. Et donc j'avais 20 ans et mon premier film est sorti à 21 ans. J'ai tout de suite cherché à contacter des sociétés de production pro. Il m'importait en fait de faire les choses de manière professionnelle et donc de m'adresser à des sociétés de production reconnues en France. Et comment tu les contactes du coup? Au départ, je travaillais dans le milieu de la nuit. Parallèlement à mon statut d'étudiante, j'ai commencé à travailler comme go-go danseuse, stripteaseuse en discothèque. En me jurant que je ne ferais jamais de nuit intégrale à ce moment-là. Et puis le goût de la transgression a pris le dessus et j'ai commencé à m'intéresser aux photos de charme et j'étais contactée en fait par le magazine Penthouse à ce moment-là qui recherchait une contract girl. Donc j'ai accepté le contrat et ça correspondait effectivement à mes critères, quoi. Et quand tu commences, ta famille, tu les préviens non, tout de suite? surtout pas. Ah bah non, salut, je vais faire ça. Non,
C'était justement un choix qui m'appartenait et le plaisir était là. J'avais pas l'intention de faire carrière moi au départ, même si j'ai commencé dans des conditions professionnelles, c'était une expérience que je voulais vivre pour moi, comme une exploration pour découvrir ma sexualité, il y avait le goût de l'aventure, vraiment, hein, il y avait une grande curiosité en moi et donc il n'y avait pas d'intérêt à parler de ça à mes proches. Le plaisir était aussi là-dedans en fait, dans ce goût du secret. Ils l'ont su plus tard, mais ce n'est pas moi qui leur ai annoncé. Et sinon, tu leur aurais jamais dit, tu penses? Si tu avais pu qu'ils ne le sachent jamais, tu aurais préféré le... Non, parce que dans ma famille, la communication n'était pas, on va dire, il y a eu beaucoup d'amour, mais la communication n'était pas suffisamment fluide, on va dire, pour que je puisse m'autoriser à leur dire que je me lançais là-dedans. C'était pas du tout en accord avec leurs valeurs traditionnelles, catholiques. Avec une notion, vraiment un rapport à l'argent et au sexe justement très traditionnel. Il faut mériter, il faut souffrir. Et donc ta famille, c'était compliqué, mais autour de toi, est-ce que tes amis, ton compagnon ou ta compagne? J'étais très isolée à l'époque. J'étais très seule. Et j'ai une meilleure amie qui l'a su, qui s'est inquiétée pour moi, qui était totalement contre cette initiative, mais elle a eu vraiment le réflexe d'une véritable amie. C'est qu'elle est restée en contact avec moi pour veiller d'une certaine manière, mais en me laissant vivre mon chemin, parce que de toute manière, j'étais déterminée à le vivre, donc rien ne pouvait finalement m'arrêter à ce moment-là. Toi, à l'inverse? J'ai perdu tout le monde. Ah bon? Ouais, non, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Quand tu es différent, les gens, ils ont du mal à accepter. Souvent, ils vont critiquer. Et surtout que j'étais jeune, ils étaient jeunes aussi. Enfin, c'est pas comme si on avait 25 ans. Pas du tout. Personne connaissait ça. Et ouais, j'ai perdu tout le monde. Et j'ai dû déménager. Je pouvais plus vivre dans la ville dans laquelle j'étais. Pourquoi? Parce que tout le monde savait, je me faisais juger. Plus personne me parlait. Tout le monde, quand je marchais, me regardait et chuchotait. Enfin, c'est pas de la paranoïa, mais je voyais très bien qu'il y avait du jugement. Et les gens qui restaient, c'était juste pour en apprendre plus et raconter à tout le monde ce que je faisais. À quoi ressemble un peu une journée quotidien d'actrice X? Souvent, on va contacter les personnes avec qui on peut collaborer ou les productions via les réseaux sociaux. Et on va beaucoup faire de voyages, on se déplace toujours. Et moi, ça m'arrive de shooter avec 2-3 personnes différentes dans la journée. Je sais que ça dépend des femmes. On signe les contrats avant, bien sûr. On fait les photos avec les contrats. Et on shoot. Et voilà, quoi. Et on fait du montage aussi. Et beaucoup de publicité. Ah, d'accord. Okay. Ouais, on va faire notre pub sur les réseaux. Oui. Faire des réels, des TikTok, les réseaux soft. En termes de santé mentale, c'est le truc de il faut tout le temps que je poste, il faut tout le temps que je sois présente sur les réseaux. Comment tu le gères, toi? Ça peut être fatigant. Les gens ils te disent que tu travailles pas, mais t'as pas de vacances. Tu travailles tous les jours, 24 heures sur 24, tu dois faire du contenu, tout le temps. Moi, il m'arrive un truc et pendant une semaine, j'ai pas pu travailler et mes revenus ont baissé, quoi. T'as pas de vacances. T'as personne pour t'aider là-dessus? Non, je le fais moi-même parce que j'ai confiance en personne. Et toi, Céline, à l'inverse, ça ressemble à quoi? Ça, c'est une différence majeure avec ma génération. Déjà, pour resituer un petit peu le contexte, moi, quand j'ai commencé à l'époque, rien que le terme déjà, ça fait Je te comprends. Il n'y avait pas l'ère d'Internet qui s'était développée. On était à la fin de l'ère des cassettes VHS et au début de l'ère des DVD. Et pour avoir accès à ce type de contenu, il fallait se déplacer dans ce qu'on appelait les sex shops, aujourd'hui qu'on appelle des love shops, parce que c'est plus grand public, et aussi parce que ça touche désormais à une cible féminine. Mais à l'époque, c'était essentiellement masculin, et c'était uniquement adulte, pour un public qui cherchait ça. Donc c'était déjà d'autres conditions. Les sociétés de production mettaient beaucoup d'argent, et il y avait encore c'était vraiment l'âge d'or du X. Moi, je suis arrivée au début de la fin de l'âge d'or, où il y avait les Hôtes d'Or à Cannes, qui était un festival en parallèle du festival de Cannes. Festival de Cannes, on monte chaque soir les marches du Palais. Hier soir, au Casino de Mandelieu, on les descendait. Pour la 8e remise des Hôtes d'Or, un cinéma sur support vidéo ou DVD, un cinéma particulier, classique et marginal, qui représente 30% des ventes du marché vidéo dans l'Hexagone.
Les stars du X étaient vraiment glorifiées et mises en valeur dans des films avec des scénarios, avec du budget, avec des équipes techniques dignes de cinéma mainstream. Et il existe encore ce festival parallèle? Non, il existe plus. ça fait déjà pas mal d'années. Donc moi j'ai commencé dans ce contexte-là et Internet a commencé à se développer au début de ma carrière. Mais il n'y avait pas encore l'ère des réseaux sociaux. Donc, en fait, moi, à partir du moment où j'ai commencé à tourner des scènes à ce moment-là, elles ont très vite été exploitées sur le net. Mais je n'avais pas la possibilité de produire. Ouais, Je l'ai fait ensuite, mais ce n'était pas instantané comme ça l'est pour toi, facilement. où les acteurs, les actrices ont des moyens, mais ils ont tout, quoi. Oui, ils peuvent le diversifier. smartphone, c'est instantané, ça peut être posté immédiatement. Il y a le rapport aux fans aussi qui se fait de manière immédiate. C'est incroyable, tout va très vite, c'est plus facile, ça coûte moins cher. Quand tu cites une scène qui a duré 3-4 heures, c'était la norme. Oui. Moi, quand je tournais, c'était la c'est base toujours en la fait. norme. Mais c'était une profession qui était moins accessible et plus exigeante. Il n'y avait pas l'ère du Viagra non plus pour les acteurs. Donc un acteur, il devait assurer, il devait connaître son corps, il devait vraiment avoir une vraie maîtrise. Alors qu'aujourd'hui, forcément, comme c'est beaucoup autour de la perf et qu'il y a la possibilité de tricher, ça amène des acteurs qui sont plus... Il y a plus de variétés, plus de physiques différents, mais ce n'est pas le même rapport au métier. Et de la même manière que les actrices à l'époque, c'était des actrices qui étaient des performeuses, qui devaient vraiment être en mesure de s'adapter aux conditions de tournage. Aujourd'hui, une actrice, elle a tellement plus de pouvoir. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Non, mais t'as totalement raison. Tu as plus de flexibilité et tu peux être créative aussi. Tu peux proposer ta vision de la sexualité. On est plus proche des abonnés, on peut vraiment avoir un rapport avec eux, discuter avec eux. Ouais. Je pense que c'est important. Et par rapport aux acteurs, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as pas besoin d'être préparé, quoi. Tu peux tricher. Ouais. Alors que je pense qu'il y avait plus une connexion à ton époque. Tu crées une connexion avec l'homme. On n'était pas dans le nez dans nos téléphones. Ouais, c'est ça. Tu parlais avec. Ouais, il y avait plus de place à la relation. C'était avec les autres acteurs. Ouais. Créer une connexion. Et d'ailleurs, on parlait de famille. Alors, je sais que ça peut paraître un peu choquant ce terme, mais il y avait en tout cas un esprit de communauté X et qui était chaleureuse, où il y avait beaucoup d'humour et de dérision. Et c'est la raison pour laquelle j'y suis restée moi au départ. Aux États-Unis, ça a été une autre ambiance, beaucoup plus industrialisée, beaucoup plus tournée vers la perf, moins dans le jugement, plus dans l'encouragement. Et par rapport aux productions aux États-Unis, tu vois souvent des femmes avec des corps différents, des rondeurs, de la chirurgie. Et en Europe, les productions cherchent plus le corps européen de base, un peu skinny avec quelques formes, mais pas beaucoup de chirurgie. Le film X est une sorte de loupe grossissante en fait de la culture d'un pays, de ses tabous, de ses fantasmes, et je trouvais que c'était intéressant en fait. Et il se trouve que j'ai été contactée pour aller aux États-Unis pour filmer un documentaire. C'était dans un esprit un peu docu-réalité. Et je ne pensais pas à ce moment-là que j'allais plaire aux Américains parce que j'étais toute menue, typée. En France, t'es asiatique, t'es trop ceci, trop cela, pas assez. T'es pas blonde, donc tu feras jamais une couverture de magazine. Et j'arrive là-bas et tout le monde me dit « Oh, c'est incroyable, qu'est-ce que t'es jolie, t'es exotique, t'as l'accent français. » D'un seul coup, j'ai l'impression d'être spéciale et je me suis sentie tellement accueillie là-bas que j'ai forcément eu envie d'y retourner. Pour l'encadrement sur place, comment ça se passait à l'époque peut-être pour ce qui est de la protection, pour ce qui est des capotes, pour ce qui est des préservatifs, donc peut-être aussi des IST, des infections sexuellement transmissibles. Comment ça se passait à ton époque, Céline, et comment ça se passe toi maintenant, Chloé? Alors en France, comme le métier était considéré comme marginal, il était honteux d'aller dans un laboratoire d'analyse pour faire des tests. Certains labos refusaient en fait, à partir du moment où ils avaient connaissance de la profession. Donc il y avait un laboratoire qui lui acceptait, qui était plus ouvert d'esprit, et heureusement, et ça permettait de faire des tests régulièrement à hauteur de... C'était mensuel sur le HIV et les autres IST, et c'était aussi avec préservatif.
Aux États-Unis, avec l'ère des gonzos, donc c'est toute cette vague de vidéos d'ailleurs qu'on voit aujourd'hui sur Internet, à savoir où une vidéo c'est une scène sans scénario. À partir du moment où c'est plus spontané et basé sur la performance, ça a favorisé en fait les tournages, enfin ça a encouragé les tournages sans préservatif, mais à côté de ça, avec un contrôle extrêmement régulier, et surtout aux États-Unis, où il y a des laboratoires qui sont dédiés et où là, les tests se faisaient toutes les 2 semaines et dès que quelqu'un avait quoi que ce soit, le labo informait l'agent et l'acteur ou l'actrice et l'information circulait pour que tous les partenaires puissent derrière se traiter et vérifier. Donc ça stoppait tout de suite une éventuelle propagation. Donc c'était vraiment très surveillé. Ouais. Aujourd'hui, je pense que c'est encore plus, il me semble, plus pointu. En tout cas aux États-Unis, je ne sais pas ce qu'il en est. Oui, aujourd'hui, c'est test toutes les 2 semaines, archiver tout. Même en Europe, donc? Ah oui, en Europe, aux États-Unis, enfin partout, toutes les 2 semaines. Sans préservatif, parce que c'est plus esthétique à la caméra et il y a certaines filles qui supportent pas le préservatif. Beaucoup de productions font sans. Quand on arrive sur le shoot, quand c'est une nouvelle production, on a une liste des pratiques qu'on fait ou non. Donc on vient cocher, on vient leur prévenir ce qu'on fait ou pas, il n'y a pas de jugement, ils ne nous forcent pas. Le consentement est vérifié en fait. Elle va signer un contrat. Aux États-Unis, en France, je ne sais pas où ils en sont, mais je sais qu'il y a des coordinatrices d'intimité de plus en plus. Oui, il y en a de plus en plus en France. Mais en tout cas, aux États-Unis, étant donné qu'ils sont très très carrés dans la manière de travailler, ils demandent à l'actrice de s'exprimer face caméra et pour dire je consens. Et de dire je consens, je ne suis pas sous l'emprise de drogue, personne ne m'a forcée. Voilà, et elle le fait même avant et après la scène. Aux États-Unis, donc ça. Non, maintenant c'est ce qu'on fait tout mais en France, Europe. Ça se normalise et je sais que la société d'Orsel est très précautionneuse à ce niveau-là. Donc ça reste un métier quand même. Et est-ce que vous avez déjà eu des expériences négatives? Bien sûr, comme dans tout, évidemment. Je pense. Ouais, bien sûr. Ouais. J'étais en agence et les agences, souvent, ce qui est bien, ils vont beaucoup te booker beaucoup de productions. Ça leur apporte des revenus, mais aussi des revenus à toi. Donc c'est pendant 3 semaines, tu vas shooter. Ça peut être fatigant physiquement. Pendant 3 semaines, tu peux shooter tous les jours. Ça peut être assez fatigant. Et tu vas des fois te retrouver chez des productions qui sont bas de gamme, entre guillemets. Donc qui sont moins... Le producteur est un peu plus libre de vouloir faire ce qu'il veut et de dépasser tes limites. Voilà. Et tu fais quoi dans ces cas-là? J'essaie de prendre sur moi ou sinon je m'énerve. Et en fait, prendre sur soi est rarement une bonne solution, oui. Tu sais. Non, mais je prends sur moi, mais je vais pas ce qu'il me dit de faire. Je vais jamais aller au-delà de ce qu'il veut, parce que ce que je disais avec mes collègues, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui on a les plateformes, on fait nos propres revenus, donc on n'est pas obligé de faire des productions qu'on veut pas, on n'est pas obligé de faire des pratiques qu'on veut pas. Ouais, c'est important. Ça, je pense que c'est bien pour notre liberté, notre sécurité. C'est important pour toi en tant qu'actrice à titre professionnel, bien sûr, mais avant tout pour toi, pour ta santé, pour ton intégrité, pour qui tu es en fait, tu vois, parce que on parle du corps, on parle de la sexualité, même si c'est un jeu entre guillemets, que c'est vécu comme tel et que c'est un job, ça reste le corps. Et se faire pénétrer, c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Oui. Mais ça peut vraiment se transformer en violence et c'est très grave, tu vois. Ça peut laisser des traces, donc c'est important de dire non. Et tu seras jamais autant respecté que lorsque justement tu seras clair toi-même avec tes limites et que tu les exprimes. Oui, parce que si tu montres que tu acceptes tout, ils vont... Ils vont se passer le mot aussi. Hein. Bah oui, et puis à long terme aussi, il faut penser à long terme. Ouais. Et il n'y a pas de hashtag MeToo dans le porno, mais entre actrices, on se passe le mot souvent de « écoute, j'ai eu une mauvaise expérience avec lui », mais après tu te fais ta propre expérience. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu « balance ton photographe » sur Twitter, enfin X. Et je trouve ça bien, on a aussi beaucoup de mauvaises expériences avec des photographes. Mais après, on peut avoir peur de parler, par peur de se faire blacklister par certaines productions. Parce que c'est ton métier, en fait. Ouais, mais j'ai envie de dire, et alors? Ouais, et alors? T'as un grand pouvoir. Les sociétés de production, sans les actrices, n'ont rien. Oui, mais c'est vrai. Vous êtes le cœur de l'industrie. Alors tu diras, oui, il y aura toujours une autre fille pour remplacer. C'est vrai. Mais on s'en jouer sur ça en plus. J'ai envie de dire, c'est toi qui compte en fait. Et peu importe, ça va pas t'empêcher d'avancer. Et au contraire, ça te permettra d'avancer plus sainement. Oui.
Vraiment, Ouais. j'insiste. Oui, et garder mon intégrité. Qu'est-ce qu'on attend de vous pendant un tournage? Parce que je voulais surtout parler de peut-être les stéréotypes qui sont le plus souvent véhiculés et ce qu'on attend de vous en tant que femme sur un tournage. Bah, le producteur, ce qu'il attend, c'est qu'on soit prête directement, que les pénétrations se fassent facilement, que, par exemple, quand c'est de l'anal, que ce soit nickel. Il y en a certains qui peuvent t'engueuler pour ça, alors que c'est humain, que des fois, ce soit pas nickel. On a un caméraman qui vient chercher la bonne position, qui va faire les bons angles, fait les positions qu'il nous dit. Par exemple, il va dire jouis. Donc à ce moment-là, tu dois jouir, tu dois faire semblant. Ouais, tu vas faire des positions des fois qui vont durer 10 minutes et t'en peux plus, t'es fatigué, mais Eux, faut faire. ils aiment pas parce qu'ils n'ont pas le bon angle, donc ils veulent que Oui, vous continuez. et même des fois, tu vas faire les photos avec le photographe et tu vas rester pendant 10 minutes dans la même position qui est pas confortable. Et ça, je voulais le dire, c'est qu'on est des athlètes. Non, mais c'est vrai, on fait des trucs, des fois, pendant 8 heures, on est sur le set. On n'arrête pas. Et c'est quoi le rôle qu'on te demande de jouer? Moi, souvent, bah, la petite adolescente, tu sais, je sais pas combien j'en ai, des vidéos de ma première anale. Je dois en avoir 8, 9, tu vois. Première anale. Tu l'as vécu à chaque fois comme une première Ah fois. oui, comme une première fois, ouais. Ah oui, non, mais... Ouais, je suis la Donc toi, petite tine, voilà, que la tu- petite française La petite tine. adolescente. Ouais. Ok. Et les contenus d'ailleurs, quand ils sont postés, est-ce que c'est toi qui choisis les titres? Enfin, qui choisit les titres des contenus? Des productions, Ouais. eux. Ok. Donc c'est Ouais, eux. eux. Et avant, est-ce qu'ils vous préviennent de ce qu'ils vont écrire? Non, non, des fois, tu vas arriver, t'as un personnage, tu es qui tu es pour tes abonnés, mais ils vont te demander de jouer un autre personnage et ça te correspond pas forcément. Mais c'est le rôle d'actrice, tu dois jouer un rôle. Mais ils font pas des fois attention à ton image et à ce que tu veux dégager à la caméra. Et toi, Céline, on te demandait quoi en général? Le travail d'une actrice, qu'elle soit X ou dans le cinéma dit traditionnel, parce qu'on appelle ça cinéma traditionnel, c'est de jouer un rôle, comme tu le dis justement. C'est correspondre à un fantasme dont on sait qu'il vend. Ça reste un business en fait. Et donc à partir de là, en tout cas moi où j'étais aux États-Unis, les agents sont autorisés. En France, ça ne l'est pas, c'est assimilé à du proxénétisme. Mais l'agent était là pour filtrer et justement, ça existe toujours, il transmet les infos à l'actrice pour lui dire, voilà, il y a telle scène avec tel acteur pour telle société de production, il y a telle pratique, oui, non. Il faut faire la différence entre effectivement ce qu'on voit, qui peut... on a le droit de pas aimer. Moi, j'ai toujours respecté les gens qui n'aimaient pas le porno parce que moi-même, je trouve que c'est rarement beau, rarement valorisant et d'ailleurs rarement excitant finalement, bon, au bout du compte. C'est pas la même chose que de le vivre et que de le regarder. Et il y a une différence entre ce qui se passe à l'image et ce qui se passe en fait vraiment sur le tournage et quand la caméra est coupée. Je pense que c'est important quand tu parlais des clichés de rappeler que c'est pas non plus Sauvage comme à la caméra. Ouais, voilà, c'est pas joué. on te met un flingue sur la tempe en disant tu vas te Bien faire sûr. peur. Et justement, je m'étais noté comme question, quelles sont les idées reçues autour de ce métier? L'idée reçue, c'est que les femmes sont forcément des esclaves de ce système. C'est justifié, parce qu'il y a de la violence, il y a des dérives, il y a effectivement des gens qui sont malveillants dans cette industrie, comme il y en a d'ailleurs dans tous les domaines dans tous les d'activité. domaines. Donc l'ancien cliché qui consistait à dire une actrice X est forcément victime et manipulée par quelqu'un, en fait, non, c'est pas si clair que ça. Et je pense que ça rassure les gens de penser ça. Parce que c'est dérangeant en fait d'être face à quelqu'un qui dit mon corps m'appartient et je vais vivre ma sexualité telle que je l'entends. Moi, il y a le cliché de parce qu'on est actrice X, on aime le sexe 24 heures sur 24 et ça, tu peux en souffrir au quotidien. Tu te balades dans la rue et un mec va penser que parce que tu es actrice X, il Quelqu'un qui te reconnaît? Oui, voilà. Ou quand tu dis à quelqu'un je suis actrice X et qu'il va te proposer tout de suite de faire quelque chose et pas de te demander ton consentement parce que tu es actrice. Ouais, justement, comment ça altère peut-être vos relations amoureuses derrière? C'est compliqué, je sais pas pour toi, mais moi, les relations amoureuses, il y a beaucoup de jalousie, de peur, et t'as pas expliquer à ton partenaire qu'il y a le sexe à la caméra et le sexe personnel qui est vraiment différent. Quand tu fais le sexe personnel, tu penses pas à rentrer ton ventre, à ta position, à regarder la caméra.
Non, moi souvent je fais l'étoile de mer dans mon sexe personnel. J'en ai tellement marre que je m'allonge et je fais bon vas-y. Ouais. Tu vois, moi quand je faisais ce métier-là, mine de rien, il y avait vraiment une distinction entre l'aspect privé, professionnel, et les spectateurs avaient accès à ce contenu parce qu'ils l'avaient vraiment choisi. Aujourd'hui, à partir du moment où il y a du contenu qui est exposé gratuitement en plus sur les réseaux sociaux, ça brouille les pistes. Tu vois. Bah, par rapport à ce que je t'ai dit, ça m'est en vrai jamais arrivé qu'un abonné qui me connaisse vienne me voir. Souvent, ils ont peur, ils sont respectueux et tout. Mais quand je vais dire, par exemple, à mon chauffeur Uber que je suis actrice X parce qu'il me demande ce que je fais dans la vie et que, vu que j'en ai rien à faire et que j'adore le dire et voir la réaction des gens, c'est arrivé 2-3 fois que la personne pense qu'elle peut faire quelque chose maintenant. Le Uber, il s'est arrêté à la station-service et il m'avait demandé une fellation. Il comprenait pas pourquoi je refuse alors que je suis actrice. Et Céline, tu parlais tout à l'heure du rapport au corps. Toi, maintenant, ça fait plus de 10 ans que tu fais plus ce métier. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que le rapport à ton corps, il a changé? Ah oui, énormément. En fait, il a changé pendant l'exercice de ma profession parce que j'ai quand même été actrice pendant 13 ans. Il y a eu une période en fait où ça a basculé parce que le risque, quand ça devient ton métier, que toute ta vie tourne autour de ça, c'est que tu n'existes qu'à travers un corps qui est exposé, qui est partagé, qui performe. Et à un certain niveau, ça peut être dangereux en fait. Il y a un caractère addictif. Et on peut s'abîmer. D'ailleurs, les athlètes de haut niveau, pour certains, même pour beaucoup, quand tu fais de la compète, c'est pas sain, c'est pas du sport santé. La sexualité de porno, c'est pas de la sexualité bien-être. Alors bon, il y a du plaisir qui est possible, mais attention, parce que le curseur du plaisir, il peut être vrillé. À force de faire, le corps perd en sensibilité. Et à un certain niveau, le risque, c'est de ne plus sentir. Donc, est-ce que ça a encore du sens, finalement, de vivre une sexualité qui, au départ, était censée être une exploration et qui, finalement, enferme? Et je pense vraiment que j'ai appris à être une femme à partir du moment où j'ai arrêté les tournages X. Je vois ce que ça donne dans l'intimité. Juste seule avec quelqu'un qui compte pour moi. Ah merde, c'est flippant. Ouais, ça fait bizarre. Hein. Je savais même pas ce que c'était que de faire l'amour finalement, tu vois. C'est pas la même chose que de faire une performance et de s'exprimer à travers la sexualité quand il y a des émotions, quand il y a de la liberté. Donc désolée, c'était une réponse un peu longue. Ah non, mais c'est peut-être que ces paroles, elles te parleront, tu vois, à un moment donné où... Je sais, quand tu dis que tu t'es lancée dans le milieu pour la recherche de ton corps et tout, moi, c'était aussi pour l'approbation des autres, de je suis belle, je vaux quelque chose. Et en fait, j'avais une très petite estime de moi-même avant que je me lance là-dedans. Et maintenant, j'ai une meilleure estime de moi-même et c'est beaucoup d'actrices... C'est souvent le cas des femmes qui se lancent dans ce type de carrière. Tu sais, tout ce qui est en lien avec l'image, en général, il y a la recherche d'une reconnaissance, d'une approbation. Regardez-moi. C'est vrai. Et depuis que je suis dedans, je me pose beaucoup de questions sur la chirurgie alors que ça m'était jamais passé par la tête avant. Parce que j'ai une pression aussi. Je me fais beaucoup critiquer sur mon physique, tout ça. Donc, oui, il y a un regard permanent en fait, des autres. De sur tu ton dois corps. être parfaite. Et toi, Chloé, tu reçois beaucoup de commentaires comme ça? Il y a beaucoup de personnes qui te... Je t'ai parlé un petit peu à la pause café, mais... oui, mais ils n'étaient pas là. La semaine dernière, je me baladais dans Lyon. J'avais pris l'avion, j'étais fatiguée, en pleurs au téléphone avec mon père. Et il y a un mec qui s'appelle Pablo, il m'a dit qu'il s'appelle Pablo, qui est venu me voir et qui m'a accosté et qui m'a dit oui, je te trouve très belle, c'est quoi ton numéro et tout. 3 jours après, je vais sur TikTok et en fait, il m'a filmé à mon insu et l'a posté sur TikTok. Une vidéo où j'étais en pleurs. Il avait une caméra cachée sur lui, et parce qu'il avait son téléphone dans la main. Je suis sûre qu'il avait une caméra cachée. Et les commentaires, ça a été elle est dégueulasse en vrai, elle est super moche au naturel. Mais que des commentaires de ça, alors que j'étais en pleurs au téléphone parce qu'il m'arrivait quelque chose de grave. Et les gens ont l'intelligence de juger mon physique au lieu de juger la situation et le fait que le mec m'ait filmé sans mon consentement. Bon, ça va, la vidéo a été strike. T'as réussi à la faire retirer. Ouais. Et après, j'ai posté une autre vidéo derrière et j'ai eu que des messages d'amour de la part de femmes. Ça fait du bien. C'est vrai que j'ai pleuré quand j'ai vu les commentaires, mais le lendemain, j'étais réveillée, j'étais mais je suis trop belle en fait. C'est important que tu t'entoures de personnes aussi en dehors de ce milieu. Oui, c'est très important. Parce que c'est un risque que d'être isolée en fait. Parce que tu te prends... c'est très dur, c'est une sacrée violence. Ouais. Et toi, Céline, est-ce que tu étais plus protégée de ça, vu que tu n'avais pas les réseaux, tu n'avais pas les commentaires en direct de tes productions? Moi, je les avais en direct dans la rue. On me reconnaissait beaucoup parce que j'étais très médiatisée. Oui, il y a eu des commentaires, bien sûr, mais franchement, c'était une minorité.
J'ai eu beaucoup de complicité, de regards complices, de sourires, de remerciements, beaucoup de remerciements dans la rue ou même encore aujourd'hui, ça arrive encore de temps en temps. Et à travers les réseaux sociaux, il y a eu une vague un peu difficile dans l'étape de reconversion. Parce que les fans qui peuvent t'adorer dans ton statut d'actrice, certains en fait vont te suivre et te soutenir quoi que tu fasses. Ce sont les vrais fans, il y a un lien, même une forme de tendresse. Et puis il y a ceux qui sont toxiques. C'est non, tu nous appartiens et tu n'as pas le droit de changer. Et tu vas t'habiller comme ça, et tu vas faire de la chirurgie esthétique, et ceux-là, ils sont dangereux parce qu'ils enferment. Et c'est très important de se préserver de ça. Et toi, justement, pourquoi est-ce que tu arrêtes? Qu'est-ce qui fait que tu te dis j'arrête l'industrie du luxe? En fait, ça a été ça a été une succession de prises de conscience. L'industrie a changé, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, c'était quelque chose d'intimiste, réservé aux adultes. J'ai 33 ans, je réalise en fait qu'il y a plein de contenus qui sont exposés gratuitement face aux mineurs, ça me dérange. J'ai une conscience d'un seul coup de l'impact que ça peut avoir par rapport aux enfants, aux ados. Je vois mes neveux, mes nièces grandir, je dis merde, c'était pas prévu, moi j'ai pas voulu ça en fait. C'est du contenu réservé aux adultes. J'ai cru comprendre que toi-même, tu avais été exposée jeune au contenu X. Mais après, mes parents, ils ont mis un contrôle parental. Et c'est mine de rien, tu vois, c'est pas sain. Et puis parallèlement, j'ai mon rapport au corps qui a changé. J'ai je suis tombée amoureuse à un moment donné et c'était pas de la bonne personne, mais par contre, c'était un bon déclic. Parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à ressentir que j'avais envie de vivre une sexualité pour moi, de manière intime. J'avais plus envie de partager avec les autres. Et puis l'autre truc, c'est que l'industrie était devenue vraiment industrialisée, avec une répétition, avec « Oh, puis mince, moi j'ai envie d'être libre ». Et tu vois, le paradoxe, c'est que quand j'ai commencé, je voulais être libre, j'ai choisi cette voie pour être libre. T'es sortie pour être libre. Je me suis rendu compte que c'était à nouveau un autre système, qui n'était pas trop différent finalement des autres. Et qu'on a cette illusion d'être libre parce que oui, c'est trop bien, je peux me déshabiller et m'exprimer. Ouais, non, en fait, tu n'oublies pas que tu es un maillon d'une industrie où ton image est exploitée et en fait, c'est pas trop différent du reste. Et je pense que c'est important d'avoir une éthique personnelle et de s'y tenir, de se souvenir pourquoi je suis là, quelles sont mes limites. Et qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, là c'est trop, c'est pas acceptable. Et est-ce que toi, Chloé, tu as déjà pensé à l'après? Bon, tu es en début de carrière, hein, mais est-ce que tu te projettes? Comment tu te projettes surtout? En fait, j'aime tellement le milieu du X, j'aime tellement donner du plaisir aux autres, créer des fantasmes, la réalisation des scènes, enfin j'aime tout ça. Donc je me verrais bien rester dans le milieu du cinéma du X ou le cinéma normal, parce que j'aime ça. Donc je pense que je resterai un petit peu toute près du milieu du X. Mais une question qu'on a abordée rapidement tout à l'heure, c'était le droit à l'oubli. Parce que donc toi, maintenant, quand tu te lances, tu es directement avec Internet, avec cette notion que les contenus, quand ils sont postés, ça reste. Ça reste. Tu as signé un contrat. Toi, Céline, à l'époque, tu ne te doutais pas que ça allait continuer. Et oui, mais il y a ce ce fameux petit paragraphe où il est mentionné qu'on cède les droits sur tous les supports existants et à venir. Et à venir. Et à venir, ouais. Donc tu les cèdes à vie. Et moi, j'ai lâché prise avec ça. Parce que j'estime que même si c'est abusif, même si les contrats de manière générale, pas que dans le X d'ailleurs, sont généralement abusifs, je me suis dit c'est à moi d'être responsable en fait. J'assume. J'en ai fait une carrière. C'est pas comme si j'avais fait quelques scènes comme ça et puis finalement, erreur de jeunesse et je change de voie. À choisir, je préférerais que ça soit retiré. J'aimerais surtout que ça ne soit pas visible auprès des mineurs, parce que ça, pour moi, c'est scandaleux. En plus, ça ne respecte pas la loi. Mais en même temps, j'assume le fait qu'à un moment donné, même si j'étais naïve et pas forcément en pleine conscience de ce que je faisais, j'ai signé un papier, et j'assume. Il y a un certain nombre d'avancées que je voudrais saluer. Je pense au droit à l'oubli qui permet aux personnes qui ont tourné dans des vidéos pornographiques d'en obtenir le retrait en cas de diffusion sur Internet en violation des conditions contractuelles. C'est vrai que moi, ça fait pas longtemps que je suis dans le milieu, mais il y a déjà des vidéos que j'aimerais retirer. Ouais. Et c'est bien cette loi, mais j'ai toujours pas d'exemple de son application, tu vois, si elle est bien ou pas. Donc, mais c'est bien. Et aussi parler du leak, le nouveau vol, le vol moderne, le fait qu'on puisse voler notre contenu,
et que tu vas aller voir la gendarmerie, tu vas leur dire, ils vont te dire mais je peux rien C'est-à-dire que faire pour, d'autres comptes reprennent les contenus d'actrices et les publient et des font vidéos qu'on va voler sur les sites des productions, des vidéos qu'on va voler sur mes plateformes et qu'on va publier gratuitement sur Internet. Donc en fait, la personne qui publie gratuitement, pourquoi? Elle ne prend pas de revenus en retour et elle vole juste mon travail. Donc il y a ça en fait, les TDS, c'est insupportable. Tu travailles mais on te vole ton travail. C'est pour ça que je te posais la question de est-ce que tu es accompagnée, est-ce que tu as quelqu'un pour t'aider, est-ce que tu es entourée aussi, professionnellement mais personnellement? Personnellement beaucoup, après professionnellement je suis quelqu'un de plus solitaire et je suis très directive, donc ça doit aller comme je veux, donc je préfère faire tout moi-même. Mais c'est vrai que après j'ai un avocat, enfin j'ai quelques équipes, mais c'est pas je gère tout et je fais le maximum toute seule. Ok. Écoutez, mesdames, il est 11h51. Oh Et oui, c'était vraiment dépêche. passionnant. Ouais. Merci vraiment d'avoir pris le temps, toutes les deux, de venir Merci pour à cette toi. interview. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui. Trop bon moment. C'était super. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Ouais. Donc, merci à vous. Et voilà. Merci à toi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette discussion. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Cette vidéo, comme d'habitude, elle est aussi disponible en podcast sur toutes les plateformes. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Flashback avec de nouveaux invités. Merci à toi aussi. 11h50. Vous n'avez pas eu trop froid parce que moi je pensais. Oui, ah bah là, moi, on dit pas jamais la j'étais même, passée. Ouais, Ça allait super ça va vite.